Allô? Est-ce que vous nous entendez? Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous nous entendez? Pour les moyens, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous puissiez voilà. Soyez bienvenus. Ça était un peu plus loin que prévu, donc je vous excuse, on démarre un tout petit peu de retard. Oui, mais c'est pas bien, je vous propose que nous démarrions. J'ai le plaisir de vous accueillir en tant que président du CERF Francophone Sciences Po à cette conférence qui promet d'être passionnante. Merci déjà à Sciences Po, notre école à laquelle nous sommes très attachés, qui nous fait la joie de nous recevoir. Notre cercle franco-allemand est en pleine renaissance. Aux origines de ce cercle, il y a Sciences Po Nancy, le collège universitaire de Sciences Po et Sciences Po Nancy. Il était né en 2000 par la volonté d'internationaliser Sciences Po. Et je salue d'ailleurs François Laval, leur président, ainsi que les élèves de Sciences Po Nancy, qui je sais nous regardent également. Et donc nous avons souhaité redynamiser ce cercle franco-allemand en donnant, parce que nous sommes à un tournant de notre histoire commune et nous avons 4 axes qui sont l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité de la société civile, mais aussi, on va dire, une dimension de convivialité, d'échange, de culture. Et nous avons souhaité redynamiser ce cercle parce que nous sommes à un changement, nous sommes à un tournant de l'histoire avec bien sûr la nouvelle histoire franco-allemande à écrire avec les générations, du fait des générations d'après-guerre, contexte du Brexit, des situations électorales qui sont fragiles et puis bien évidemment des alignements qui sont souvent complexes. On le verra sur le sujet de l'énergie, on le voit également sur des sujets militaires, sur des sujets comme le MGCS, etc. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je voudrais vous donner quelques exemples, si vous me permettez, 3 exemples de la semaine dernière dans les Échos, de la une des Échos. La guerre de l'énergie franchit un nouveau palier, crise de l'énergie, l'initiative franco-allemande, et pas plus tard qu'hier, énergie, l'industrie salariale. C'est-à-dire, si vous voulez, depuis plusieurs mois, depuis le début de la guerre, entre l'explosion des prix, les problématiques de pénurie, ce débat qui semblait réduit finalement à la sphère de celles et ceux qui s'intéressent à l'énergie, aujourd'hui a pris une dimension géopolitique très différente, avec une ampleur mondiale, la crainte d'une éventuelle récession et la crainte évidemment d'un impact géostratégique dans le conflit. Et donc il nous paraissait très important pour le cercle franco-allemand de poser les bases et de proposer l'éclairage franco-allemand sur ce sujet. C'est une conférence pilote, il y en aura d'autres sur ce sujet, car nous aurons à cœur de le poser sur d'autres conférences. Et je voudrais remercier très chaleureusement nos 2 invités, donc Alain Bertrand et Thomas Pellerin-Carlin, nos 2 spécialistes, qui m'ont fait le plaisir de se joindre à nous pour nous parler de ce sujet. Et puis remercier également Eric Kozlowski, qui est membre du bureau du cercle franco-allemand, directeur de filiale des cercles franco-allemands, dans le secteur des énergies nouvelles, et puis toute l'équipe également qui a préparé cette conférence. Sabina Tsepopom, Martina Léonard et Assuti, et je les en remercie. Voilà, je cède la parole à Eric qui va vous présenter nos invités en présentiel et en distanciel. Merci beaucoup, Denis. Effectivement, dans le cadre d'une série d'événements liés au thème de l'énergie, à regard comparé France-Allemagne, nous avons souhaité commencer par le commencement. C'est-à-dire tout d'abord comprendre l'évolution historique de la stratégie française de l'énergie, les prises de décisions politiques, les arbitrages, les facteurs, mais aussi les sensibilités culturelles, philosophiques, stratégiques, qui expliquent le mix énergétique actuel, ainsi que les forces et les faiblesses actuelles de la France face à la crise énergétique. Et pour cela, nous avons fait appel à un spécialiste des questions énergétiques et de son histoire, M. Alain Bertrand, que je remercie chaleureusement pour sa présence. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, rattaché à l'UMR Sorbonne IRIS, Identité, Relations internationales et Civilisation de l'Europe, spécialiste des questions énergétiques.
Vous êtes président honoraire du comité d'histoire et d'électricité et de l'énergie. Dans un second temps, nous souhaitons aussi obtenir une vision de la situation actuelle et des perspectives énergétiques pour les deux pays, face aux nouveaux enjeux, aux paradigmes, dans ces dimensions aussi bien politiques, économiques que sociales. Et pour cela, nous accueillons M. Thomas Pellerin-Carlin. Merci également pour votre présence. Vous êtes directeur du Centre énergie de l'Institut Jacques Delors, chercheur au sein de ce même institut et enseignant à Sciences Po, au Collège d'Europe et à la Sorbonne. Vous êtes bien entendu spécialiste de la politique européenne de l'énergie. Et vous interviendrez aussi notamment pour nous donner aussi des éclairages sur la transition énergétique en Allemagne. Enfin, donc après ces deux exposés qui vont durer à peu près une demi-heure chacun, nous procéderons à un échange de questions-réponses avec le public et les internautes qui va être animé par Sabina. Donc, Monsieur Beltran, je vous laisse la parole pour votre exposé dédié à l'historique de la politique énergétique française. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois parler devant le micro. Je regarde le micro, je regarde ma montre. Ça va être assez compliqué et mes notes. D'abord, un grand merci pour cette invitation. Je vais présenter rapidement. Je suis fondamentalement historien pur sucre, historien de l'économie, un petit peu des techniques. Et il se trouve que j'ai pas mal travaillé sur la question énergétique, ne serait-ce que par ma thèse, il y a déjà un certain temps, qui portait sur l'électrification de la région parisienne de la fin du 19e siècle à 1946. Alors, il est certain que la question énergétique aujourd'hui est une question où on retrouve toujours à peu près les mêmes termes de crise, de changement radical de politique, d'angoisse sur l'avenir et peut-être même de fin d'une civilisation. Alors, la dictature du court terme nous empêche la plupart du temps de nous placer dans la longue durée, pour reprendre une expression que tout le monde connaît et qui est passée dans le langage commun. Alors, mon but, ce n'est pas de faire de la très longue durée, je ne vais pas remonter au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, je vous rassure tout de suite, je parle un tout petit peu du 19e siècle et je parlerai pas mal de l'après 1945. Alors, cette idée aussi, c'est de montrer qu'il n'y a pas que l'histoire. Une politique énergétique s'inscrit également dans un cadre spatial, et si l'histoire et la géographie sont en général enseignées en commun, c'est peut-être qu'il y a des liens forts entre l'un et l'autre. Alors, le premier point, tout simplement, comment définir la politique énergétique? On pourrait la définir comme les orientations majeures prises par un pays ou un groupe de pays, puisqu'on va beaucoup parler de l'Europe, en matière de production et de consommation d'énergie, dans le but d'assurer la sécurité des approvisionnements, la compétitivité économique, le respect de l'environnement, le bien-être des populations, etc. Vous voyez que la question est large et complexe. L'énergie, ça touche. Que ce soit l'industrie, que ce soit le quotidien, que ce soit la géopolitique, etc. Alors, la question qui m'était posée, c'était de parler de la politique énergétique française. Historien, je me suis dit, quand est-ce que je vais faire démarrer cette notion de politique énergétique française? Aujourd'hui, ça paraît évident. Est-ce qu'il y a eu des racines? Alors, il est certain que la politique énergétique ne peut pas s'inscrire dans un passé très lointain. Parce que, par définition, pour mener une politique énergétique, il faut avoir un certain nombre d'outils. Question toute simple, il faut avoir un outil statistique. Il faut avoir des connaissances géographiques sur les productions, sur les réserves prouvées, les réserves possibles, etc. Il faut se doter aussi d'instruments opérationnels. Et tous ces instruments, tous ces moyens pour définir et pour mener une politique énergétique, ça s'est construit dans la durée, même s'il y a une accélération très forte après 1945. Alors, ne confondons pas, il y a eu des politiques sectorielles. Il y a eu le charbon, par exemple,
Et là, on va essayer de voir des politiques un petit peu plus globales, même si dans cette politique globale, on trouvera des politiques sectorielles. Donc, essayer de comprendre des constantes de façon à dessiner comment s'est développée cette politique énergétique française et évidemment, du fait de ces constantes, du fait de cette histoire, eh bien, elle ne peut pas forcément ressembler complètement à celle de notre voisin, j'allais dire même à celle de nos voisins d'une façon générale. Alors, dans ces caractéristiques, je voudrais mettre l'accent sur 4 points essentiels. Le premier point, qui est une évidence, notre pays n'a pas été doté par la nature de grandes ressources énergétiques. Nous sommes pauvres en énergie. Et ça a commencé dès le 19e siècle. Je vais pas essayer, je dis, je passerai très peu de temps sur le 19e siècle, mais ça, vous avez ici, sur la période, alors pourquoi je parle du 19e siècle, c'est que les grandes exploitations charbonnières ont démarré au 19e siècle en France, essentiellement dans le nord et dans l'est de la France, mais que dès le 19e siècle, nous manquions de charbon. Et nous en achetions aux Belges, aux Allemands, et vous comprenez la difficulté. C'est en partie noyé. Alors, ici, vous avez un tableau qui montre plus récent sur l'entre-deux-guerres. Vous avez en bleu la production française et en orange les importations. Vous voyez, très simple. En gros, c'est le tiers de nos besoins. C'est absolument énorme. D'ailleurs, il y a un chiffre simple. La France est le premier importateur de charbon au monde. Et ça devient un peu une obsession. Une obsession parce qu'on a conscience d'une faiblesse par rapport à nos voisins immédiats, en particulier britanniques, allemands et états-uniens de l'autre côté. Deuxième caractéristique, je passerai peut-être plus rapidement, ça va de soi, la France est dotée d'un État puissant, à Louis XIV, mais bon, il faudrait remonter à Louis XIV, à la Révolution, à l'Empire, à la Troisième République, et donc un pays centralisé, pour qui le mot État veut dire quelque chose. Donc un pays centralisé. Et quand on regarde l'histoire de notre économie, un pays, je veux dire, au libéralisme assez tempéré. On ne peut pas dire un pays dirigiste. On a été libéral au XIXe siècle, mais bon, il y a un livre récent qui vient de paraître sur la pensée économique des libéraux français au XIXe siècle, ça fait sourire, très 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 loin des Britanniques. Donc un pays... Alors, le troisième point, c'est que cet État puissant, cet État centralisé, s'est doté d'instruments de mener le pays puissants. Alors, évidemment, de grandes écoles, et en particulier l'école polytechnique, des entreprises publiques, on en reparlera plusieurs, et puis aussi avec quelque chose qui est intéressant, c'est que dès le 19e siècle apparaît la notion de service public, mais j'ajouterai surtout ce petit mot qui est avant, la mission de service public. Je sais pas si missionnaire, c'est quand même loin d'être neutre. C'est un mot qui permet de galvaniser, de globaliser, de réunir autour d'un, d'une politique commune. Donc, un certain nombre de moyens, et j'en parlerai au fur et à mesure. Et puis, le quatrième point, c'est que notre histoire est parcourue par des crises qui sont importantes. D'abord, les 2 guerres mondiales, évidemment. Les crises économiques, celle de la fin du XIXe siècle, la crise des années 30, etc. Et puis, les crises plus récentes, crise énergétique,
les chocs pétroliers de 73 et 70, etc., etc. Donc, tout cela fait un substrat qui n'est pas identique à celui de nos voisins. Peut-être d'un pays qui manque d'énergie, mais qui a un État fort et qui traverse des crises. Un petit peu le cadre qui fait que la France peut se doter, ou s'est dotée, de certaines politiques qu'on pourrait appeler des politiques énergétiques. Alors, je vais donner quelques étapes de ces politiques énergétiques, en commençant d'abord par la période, la préhistoire, en quelque sorte, de cette politique énergétique. Je l'ai dit, le 19e siècle est un siècle libéral. Normalement, l'État n'intervient pas sur l'économie. Pour un libéral, l'État, c'est, vous connaissez l'expression, un mal nécessaire. On lui laisse un certain nombre de pouvoirs régaliens. Malgré tout, ne serait-ce que par le jeu des douanes, des taxes, des importations, etc., l'État joue un rôle économique, même si les économistes ne le veulent pas. Et ce 19e siècle est marqué par des révolutions énergétiques. Le charbon au début, ça va durer 2 siècles. Et à la fin du siècle, 2 énergies nouvelles, le pétrole et l'électricité. Alors l'électricité, normalement, on considère que c'est un vecteur d'énergie. Il faut le mettre comme énergie tout court, de façon à ce de ne pas trop mélanger les choses. Alors l'État n'intervient pas, il intervient un petit peu au niveau par les tarifs. Peut-être le plus mauvais exemple, c'est sur le pétrole. Les taxes douanières ont fait qu'avant 1914, la France importait du pétrole mal dégrossi des États-Unis, qui était raffiné, et que les Américains appelaient du French crude. Donc, quand il arrivait en France, on le réchauffait un petit peu et on avait des produits pétroliers. Le résultat, il est simple, c'est que la France, non seulement n'a rien à d'équivalent, mais surtout n'a pas d'industrie de raffinage. Et donc, la deuxième période, et qui pour moi est capitale, en avançant dans le temps, c'est la Première Guerre mondiale. Tout le monde sait que la Première Guerre mondiale avait été vue comme une guerre courte et qu'elle s'est révélée globale. Il fallait que toutes les ressources soient dans les mains de l'État, dans les mains de la nation plutôt, de façon à tenir. L'État, en 1914, ne souhaite pas s'occuper d'économie. Mais petit à petit, il est obligé, par le biais de comités, ordonner, il faut... Et petit à petit, donc, ces comités prennent du pouvoir. Le symbole, le symbole de cette... Excusez-moi pour... Le symbole de tout cela, c'est la fin de l'année 1917, où la France s'est coupée de son après. Pour la bonne mesure, les Allemands ont déclenché une guerre sous-marine et que le pétrole n'arrive plus. Clémenceau est obligé d'envoyer un télégramme urgentissime au président Wilson pour lui dire « Envoyez-moi tout de suite 100 000 tonnes de pétrole, sinon nous allons perdre la guerre ». Avec un mot très connu, le pétrole est aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain. Alors, le pétrole arrive, la France est finalement curieuse, mais la leçon est retenue.
C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir prévu cette énergie, qui est l'énergie de la guerre, il faut quand même imaginer que les taxis de la Marne, même si c'est l'essence, les tanks aussi, les avions, bien plus performants que nous, parce qu'ils avaient une meilleure essence. Donc, il y a une prise de conscience en se disant, il ne faut pas recommencer. Et ce qui est intéressant, c'est que la situation ne revient pas à celle qu'elle était avant 1914. L'État est là et il va rester. Il va le rester. Je vais prendre quelques exemples, parce qu'évidemment, la moitié de mon temps est déjà passé. C'est les gros yeux. Un certain nombre de mesures qui sont très claires. Dès 1919, il y a une loi sur les chutes d'eau. On peut citer parce qu'elle n'est quand même pas très longue. Nul ne peut disposer de l'énergie des marais, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. Sans, sur 2 points, parce qu'il y avait ce qu'on appelait des barreurs de chute. Il y avait une chute d'eau il y a quelques années. Et peut-être vous avez remarqué que la première ligne, c'est l'énergie. Nous sommes en 1919 et on se préoccupe de l'énergie des marais. La première usine marémotrice en France, c'est 1966, mais donc c'était quand même dans un coin de la tête. Autre exemple, alors qui lui est beaucoup plus intéressant, Paul. Attendez. Ah. Bon, alors je vais rapprocher ça. Est-ce que vous m'entendez mieux? Enfin, je ne sais pas, ils ne peuvent pas répondre. D'accord. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé qu'il y avait une partie qui était en distanciel. D'accord. Donc, l'autre exemple qui est beaucoup plus intéressant, enfin, quoique les chutes d'eau, ce n'est pas rien, hein, c'est pour le pétrole. La France s'étant trouvée sans entreprise pétrolière, sans ressources, totalement dépendant de la Standard Oil en particulier, eh bien dit ça ne peut pas durer. Eh bien nous allons récupérer. Il y avait une société qui s'appelait la Turkish Petroleum Company qui s'occupait qui avait des ressources, pour faire simple, en Irak, et où il y avait un quart du capital qui était allemand. Eh bien, prise de guerre, la France récupère ce quart, la société devient l'Irak Petroleum Company, ça va beaucoup plus loin que l'Irak, et à partir de là, on crée une société. Ce qui est intéressant, c'est qu'on demande à un polytechnicien génie maritime, qui est un grand électricien, qui s'appelle Ernest Mercier, qui est le créateur d'Alstom, enfin un personnage très intéressant, de créer une société qui va s'appeler la Compagnie française des pétroles, qui aujourd'hui s'appelle Total. Donc 1924, dans 2 ans, Total aura un siècle. 4 ans plus tard, on crée la Compagnie française de raffinage et surtout une loi, la loi de 1928, sur les importations de pétrole. C'est l'État qui donne des licences à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et c'est un système qui va rester jusqu'aux années 1990. Donc, vous voyez, il y a une véritable prise en main. Et j'ajouterai, enfin, que l'État prend en main, pendant la crise des années 30, décidément, j'ai un chat dans la gorge, prend en main un certain nombre de grands travaux et lance en 1938 un programme de grands travaux hydroélectriques qui sera évidemment freiné par la Seconde Guerre mondiale. La période suivante, je pense que je serai à peu près dans les temps, c'est le grand tournant de l'après-1945. L'après-1945, c'est d'abord une période de consensus politique. La droite, l'extrême droite, on n'en parle pas, la droite modérée est là. Il y a donc ce qu'on appelle le tripartisme. Et la question de l'énergie est fondamentale parce qu'il faut reconstruire un pays qui est un pays qui a connu la crise des années 30 et l'occupation. Et donc, dans cette affaire, il faut trouver des solutions rapides et des solutions dirigistes. Certes, il y a la planification. Le premier plan, c'est comment dire,
c'était relativement simple, c'était tout ce qui était nécessaire pour reconstruire le pays. Après, le deuxième, troisième plan, planification intéressante et assez souple. Et puis, donc, création d'entreprises publiques pour l'électricité EDF, pour le gaz, Gaz de France, Charbonnage de France, pour le pétrole, le Bureau de recherche des pétroles crée une société un peu plus tard qui s'appelle l'ERAP, qui va devenir ELF, qui va devenir ELF Aquitaine. Donc je vais un peu vite, mais bon, je n'ai pas trop le temps de m'attarder. Et en 1945 est créé le commissariat à l'énergie atomique. Donc il n'y a rien à faire, là, toutes les énergies sont là. Je pourrais même ajouter qu'il y a une société qui s'occupe des importations de charbon, donc qui s'appelle la TIC. Donc vraiment, tout est là. Alors, je peux passer. Alors, vous aurez sans doute du mal à lire cette affiche, mais qui est quand même intéressante. Rapidement, donc, c'est une affiche du Parti communiste. Vous rappelez que le Parti communiste est le premier parti après-guerre, hein, et qui dit pourquoi nationaliser, et qui met en avant la houille blanche. Ce qu'on appelle la houille blanche, c'est une vieille expression pour dire l'hydroélectricité. Et l'argument, c'est simple. La houille blanche, c'est renouvelable et c'est national. Alors, on ne dit pas renouvelable à l'époque, mais c'est l'idée. Tandis que le charbon, c'est quoi? Le charbon, c'est le charbon américain. Donc, faisons un gros effort sur l'hydroélectricité. Alors, toute la fiche, j'aurais des étudiants, je donnerai la fiche avec 2 heures pour les commenter, parce que la fiche est absolument passionnante. Mais on va déjà s'arrêter là pour ne pas être trop long. Alors, ces nationalisations, on met à la tête, en général, des polytechniciens. Alors, le plus caricatural, c'est les RAP. Il n'y a que des gens du corps des mines, Pierre Guillaumat en tête, mais vous savez que Pierre Guillaumat appelait un polytechnicien qui n'était que polytechnicien un autodidacte. On est peu de choses. Donc, cette politique aussi est basée sur la recherche. La recherche, bien sûr, technique, mais la recherche de ressources. Et les années 50 vont être des années extraordinaires avec la découverte d'un gisement à Lac en 1951 et en Algérie en 1956 du gaz à Sirmel et du pétrole à Simessaoud. À Sirmel, c'est le 2e gisement au monde. En même temps, donc, les Français décident, puisqu'on a des ressources importantes, de fermer les mines françaises. Alors, je vais passer rapidement parce que c'est vrai que le temps passe. Vous voyez, cette courbe, elle est quand même intéressante. En 1959, on n'a jamais produit autant de charbon. En 1960, le gouvernement, Jean-Marcel Jeannet, décide de fermer, d'arrêter les mines. Ce qui est intéressant, c'est que la décision date de 1960. Le dernier puits en France a été fermé en 2004. Donc 44 ans pour fermer les mines. Ce qui me fait juste une évidence. Le charbon, c'est une industrie de main-d'œuvre, donc avec des régions mono-industrielles, et donc c'était extrêmement grave de fermer ces mines. En plus, les gueules noires sont des gens très sympathiques qui font partie de la mythologie ouvrière et de la mythologie nationale. Ce qui fait qu'en 1963, il y a une grève des gueules noires, et c'est une des rares fois où le général de Gaulle a reculé, parce que là, il a senti. Le général de Gaulle, je ferai une petite citation, c'est du 27 février 1963, c'est Alain Perfit qui dit cela dans C'était de Gaulle, je cite, c'est un langage un peu militaire, c'est une citation, « Je me fous de BP, Shell, des anglo-saxons et de leurs multinationales. Si l'État ne prend pas les choses en main, nous nous faisons couillonner. » À peine de le commenter. On est dans une période dirigiste et je dirais que ça ne choque pas grand monde. Courageux pour de toute façon contredire le général de Gaulle. Dans cet exemple, je terminerai sur cette période, qui est la période la plus caricaturale pour une politique énergétique.
Quand je dis caricatural, ce n'est pas un jugement. Je veux dire la plus simple, la plus idéale typique, pour employer un terme un peu plus savant. On emploie également l'État utilise l'énergie pour l'aménagement du territoire. Parfois, il y a des choses très curieuses. Le gaz de lac, ça se trouve dans le Béarn. Évidemment, le Béarn ne pouvait pas tout utiliser. On décide d'envoyer hors Béarn ce gaz, et il y a un directeur de Gaz de France qui dit on va l'envoyer en région parisienne. Aussi sec, puisqu'on est dans une période où il faut déconcentrer, il est cassé, il n'en est pas question. Là, on voit bien entre la logique économique et la logique, j'allais dire, nationale, qui veut que l'on répartisse un peu mieux les ressources, c'est un cas. On va créer des raffineries à l'intérieur du pays. La raffinerie, en général, au bord de la mer. Mais on va faire... le meilleur exemple, c'est Grand Puy, qui est en Seine-et-Marne, qui a fermé il n'y a pas longtemps. Et des aménagements globaux. Alors là, je vais peut-être passer rapidement. Si vous pouvez passer. Extraordinaire de l'époque, c'est ce qui dure très longtemps. C'est celui de la Durance. La période suivante, de façon à ne pas trop déborder sur le temps, peut-être une minute, ce sont les chocs des années 70. Il y avait là un modèle qui fonctionnait, qui était assez bien. Et en fait, tout va s'écrouler assez vite. D'une fait, on ne retrouve pas d'autres gisements de gaz comme lac. D'autre part, l'Algérie est indépendante en 62, mais la France maintient ses possibilités d'exploitation de gaz et surtout de pétrole jusqu'en 71. Et en 71, les Algériens nationalisent et là, il n'y a plus grand-chose à faire. Dans la foulée, premier choc pétrolier de 73, et je peux aller. Si vous pouvez me passer la peine de le demander, c'est déjà fait. On n'a pas trop le temps de voir tout cela, mais vous avez ici un schéma qui vous montre la dépendance énergétique d'un certain nombre de pays sur 3 dates, mais on va s'arrêter à 73. La France est dépendante pour les 3/4 de son énergie, 77%. La RFA, puisque 55%. Les États-Unis, 16%. La moyenne de la CE, la Communauté économique européenne, 60%. Il n'y a que 2 pays qui sont plus mal placés que nous, l'Italie et surtout le Japon. Le Japon qui était dépendant à presque 90%. Donc cette politique, après ces chocs pétroliers, on sait, il y aura 2 plans. Alors il y a le pan de la politique énergétique qui est celui du lancement d'un très vaste programme nucléaire. Ce qu'on oublie en général de dire, c'est qu'il s'accompagnait d'un système d'économie d'énergie qui n'était pas si rude que cela, qui était basé sur la sensibilisation de la population, avec des slogans qui sont restés jusqu'à nos jours, du style « la chasse au gaspille »,« la France n'a pas de pétrole, mais l'a décidé ». C'est gentil, bon, je crois que malgré tout, dans les esprits, il en reste toujours quelque chose. Ça fait sourire, mais dire aux Français, cette énergie, elle peut être rare, mais surtout, elle est chère. On n'a pas manqué de pétrole en 73. À l'inverse, il a été multiplié par 4 et ensuite par 2. Donc, dans ce cas, création de l'Agence des économies d'énergie, qui aujourd'hui s'appellerait l'ADEME, et une politique d'approvisionnement en gaz et en pétrole de diversification, et en particulier d'utilisation, on crée des stockages de gaz extrêmement importants, et c'est Georges Pompidou qui dit il faut acheter du gaz à tout le monde dans la diversification, y compris aux Russes, mais sans trop peu. On achetait aux Russes. Donc, on en achètera aux Norvégiens, aux Néerlandais, etc. À l'inverse, oui, je pense que... On est en train de qui marche bien.
Je vais essayer de parler encore plus près. Donc, l'inverse de ce programme de développement du nucléaire est qu'on a mis pratiquement tout, la recherche et tout sur le nucléaire. Et alors que sur le solaire, il y avait un commissariat à l'énergie solaire qui s'appelait le COMES et qui avait déjà, vous savez qu'on a construit dans le sud de la France, dans les Pyrénées, Thémis, Odeio, etc. Eh bien, le CNRS, pour ça je peux en parler aussi, le CNRS a été, on a eu un peu les ailes coupées parce que l'argent devait aller ailleurs. Alors, je vais passer rapidement parce que je crois que mon temps est quasiment terminé, donc on va aller plus rapidement sur les diapos. La période qui suit, la troisième période, plus on approche de l'actualité, plus je peux être rapide parce que bon, ça ne pose pas de problème. Une période des années 90 aux années 2010, avec l'influence des Reaganomics, du thatcherisme, et l'idée que la France, avec ses monopoles, n'est pas efficace et est montrée du doigt. L'idée, c'est qu'un monopole, ça ne peut pas fournir, alors je caricature parce qu'il me reste 1 minute, un monopole, ça ne peut pas fournir un bon service et ça ne peut pas jouer sur les prix. Or, les prix de l'électricité étaient parmi les moins chers à l'époque. Il n'empêche que on redessine complètement la carte énergétique. Total mange Petrofina le belge et dans la foulée, Elf Aquitaine. Donc, il n'y a plus qu'une société pétrolière. Il faut bien dire que la France, avec 2 sociétés pétrolières, était une exception. Engie, enfin GDF, devient GDF Suez et Engie. Le mariage d'une société comme Gaz de France avec Suez, quand on y réfléchit, ce n'est pas si évident que ça. Framatome et Cogema forment Areva. On crée 2 assurances de sécurité nucléaire, etc. Alors j'avais mis une diapo sur le cas d'EDF. Le cas d'EDF est intéressant. EDF, qui était depuis 1946 une entreprise, un EPIC, comme on disait, un établissement public à caractère industriel et commercial, devient société anonyme en 2004. On ouvre le capital en 2005. Et puis, la distribution devient Enedis, le transport devient RTE. Tout ça, c'est le groupe EDF, mais en même temps, avec une gestion qui doit être totalement indépendante de la maison mère. Ce n'est pas évident intellectuellement si on y pense. Alors, l'idée aussi, c'est un engagement de plus en plus important vers les énergies renouvelables. Là, je vais passer rapidement. Des engagements sur 2030, 2040, 2050 et un nucléaire qui, normalement, doit baisser, peut-être pas forcément en quantité, mais en tout cas en pourcentage. Alors, je terminerai, ça sera ma conclusion. Oui, presque dans les temps. Presque, j'ai quand même gratté 3-4 minutes. Mais je suis allé un peu plus vite à la fin. Alors, aujourd'hui, première remarque, la conjonction est incroyablement malheureuse. Il y a une guerre en Ukraine, le robinet du gaz se ferme et sera bientôt fermé, une hausse générale des matières premières, la sécheresse, presque la moitié des réacteurs nucléaires qui sont fermés, et les énergies renouvelables qui ne peuvent pas donner ce qu'elles pouvaient donner, à la fois parce que l'effort a été insuffisant, puis de temps en temps parce que la nature n'est pas gentille. Cette année, moi qui vis dans le midi de la France, en juillet et août, il n'y a pas eu un seul jour de Mistral, ce qui est quand même exceptionnel. Et c'est une année sans vent. Alors, ce changement de politique nous amène à amener un certain nombre de tensions. Je passerai rapidement sur les tensions entre l'ancien président d'EDF et le président de la République. Il y a eu une passe d'armes qui est quand même assez, rare. Il y a toute une réflexion sur la façon de recalculer les prix de l'électricité. Certains trouvent absurde que finalement, du fait qu'on utilise pour faire de l'électricité la centrale marginale qui est disponible, mais c'est une centrale au gaz, et donc ça sera cher. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas que l'électricité soit basée sur le gaz, mais
la dernière centrale qu'on va appeler est une centrale à gaz. Alors, en conclusion définitive, est-ce qu'il existe un modèle français de politique énergétique? On a vu qu'il y a eu dans les années 60 un vrai modèle, mais on constate aussi que ce modèle s'est fait dans le temps, mais il est capable aussi de changer, de bouger. Malgré tout, la question, et je terminerai par là, la difficulté, mais ce n'est pas propre à cette industrie, mais c'est vrai dans ce secteur, dans cette branche, c'est la difficulté à marier les décisions, les installations de longue durée avec les politiques qui sont, enfin je veux dire après les chocs, avec les chocs qui sont liés à l'actualité et à des circonstances parfois un peu dramatiques. Donc c'est toute la difficulté. La France l'a su le faire dans les années 60-70. Souhaitons qu'elle sache de nouveau le faire dans les années qui viennent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Beltran, pour cette intervention qui nous a plongé passionnément, avec beaucoup d'intérêt, dans l'histoire française de l'énergie. Nous passons maintenant à votre exposé, Monsieur Pellerin-Carlin. Je peux prendre le micro Oui, avec plaisir. Oui, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là. Donc, je m'appelle Thomas Pellerin-Carlin. Je suis chercheur dans ce que les Parisiens appellent un think tank, qu'en bon français on devrait appeler un laboratoire d'idées. Et donc, du coup, je vais vous parler de l'Allemagne en sachant que, comme vous l'entendez, je ne suis pas allemand. Je ne parle même pas allemand. Et donc, je m'appuie sur les travaux auxquels j'ai contribué. Et du coup, je vais commencer par dire que beaucoup de choses que je vais vous dire aujourd'hui sont basées sur les analyses de mes collègues. Marie Delair, notamment, qui est une Française, mais qui a une vie franco-allemande, puisqu'elle vit à Berlin, et Leon Leusser, qui est allemand, mais qui a aussi une vie franco-allemande lui aussi. Et donc, vous pouvez retrouver les deux principales publications sur lesquelles je m'appuie. Cette publication-là, ce bilan des 20 ans de politique énergétique allemande. Donc on a fait le bilan de 2000-2021. On a publié ça juste avant les élections fédérales de septembre, il y a un an. Et on a actualisé pour analyser en fait la nouvelle stratégie du nouveau gouvernement allemand. Et on a sorti ce papier-là en février 2020. Je ne vais pas redémarrer à avant 1945 juste parce que je n'ai pas la compétence pour le faire. Ce que je peux vous dire en tout cas en 1945, c'est que le système énergétique allemand est comme l'Allemagne, c'est-à-dire complètement détruit. Par quasiment de zéro, avec un système énergétique détruit, avec tant en Allemagne de l'Ouest qu'en Allemagne de l'Est une extrême dépendance au charbon. Avec une reconstruction qui est duale, c'est-à-dire on a des différences entre ce qui se passe en Allemagne de l'Est, où l'oppression politique du régime soviétique amène aussi au développement d'un régime énergétique de type soviétique, et en Allemagne de l'Ouest, le développement d'un système énergétique qui est influencé notamment par le plan Marshall, et où on voit la pénétration du pétrole à partir surtout de 1945 en Allemagne, y compris dans la production d'électricité, ce qui est assez étonnant. Et évidemment dans le secteur des transports, avec les grands plans de construction d'autoroutes après-guerre en Allemagne, qui avaient déjà été pensés à l'époque de la République de Weimar. La première autoroute en Allemagne est inaugurée en 1932 par Konrad Adenauer. Je le dis en passant parce que c'est donc du coup avant le Troisième Reich, c'est vraiment un plan de la République de Weimar qui est en fait déployé réellement dans l'Allemagne de l'Ouest après-guerre. Du coup, ce choix-là rend l'Allemagne de l'Ouest, et ensuite par extension après l'unification de l'Allemagne, dépendant de la voiture individuelle comme principal mode de transport. Ce qui est un phénomène qui est un tout petit peu plus accentué en Allemagne qu'en France ou en Italie, mais qui arrive à la même époque. Et c'est l'époque où, pour parler pour le coup de la France, mais je suis sûr qu'il y a des exemples similaires en Allemagne, si vous allez sur la place du Capitole à Toulouse, en 1960, il y a un arrêt de tram. Et dans les années 60, il y a des travaux décidés, du coup, a priori, par la ville de Toulouse, qui démantèlent cet arrêt de tram pour faire quoi? Un parking. Ces décisions-là, on les a en fait dans toutes les villes ouest européennes
plus ou moins au même moment. Et donc, du coup, l'Allemagne s'inscrit de ce point de vue-là dans une forme de normalité où on démantèle les systèmes de transport en commun, et notamment les systèmes de tramway qui existaient dans le centre de Paris, mais aussi dans ma ville natale de Caen en Normandie. Et en Allemagne, comme en France, dans les années 70, il y a le lancement d'un plan nucléaire. L'Allemagne prend la direction du développement du nucléaire, l'Allemagne de l'Ouest surtout, prend la direction du lancement d'un programme nucléaire au même moment que la France et s'inscrit là aussi dans une dynamique européenne. À l'époque, l'Italie participe aussi, la Belgique aussi. La différence entre la France et l'Allemagne, c'est le degré. Dans les deux cas, il y a un choix de lancement d'un plan nucléaire. Et en France, ce plan est plus vaste, plus grand que le plan de la République fédérale. Et donc, du coup, le nucléaire, en fait, devient le principal sujet politique en Allemagne, en tout cas, il s'agit de l'énergie. Il y a un mot, donc je suis fasciné en fait par les mots, j'aurais dû être linguiste, mais je suis politiste. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Et il y a un mot qu'on utilise beaucoup, c'est le mot de transition énergétique. Est-ce que vous savez qui l'a créé, ce mot-là? Pas des universitaires, pas des philosophes, c'est pas des écrivains, c'est des décideurs politiques, et pas n'importe lesquels, les décideurs politiques des États-Unis. Après le premier choc pétrolier, pourquoi? Parce que aux États-Unis, ils parlent à l'époque de crise énergétique, et c'est extrêmement anxiogène. Mot de crise. Et face à cette crise énergétique, on est dans les années 1973-1974. Les États-Unis sont aussi dans une crise existentielle. La société est extrêmement divisée. Ils viennent de connaître l'échec et la débâcle de la guerre du Vietnam. Martin Luther King, George Fitzgerald Kennedy ont été assassinés. Et les divisions raciales et la lutte pour les droits civils a aussi très fortement divisé la société états-unienne. Et du coup, la crise pétrolière, la crise énergétique s'ajoute à ça. Et du coup, aux États-Unis à l'époque, ils choisissent le mot de transition pour rassurer les gens. Dans une transition, vous savez où vous êtes, vous savez où vous allez, et vous allez avoir un chemin pour le faire. Et donc, ce terme-là de transition énergétique qu'on utilise aujourd'hui en français, dans la langue française, et qu'on utilise en anglais et en italien, et on m'a dit aussi en polonais et en espagnol. Ce mot de transition énergétique, à l'époque, dans les années 70, c'est comment est-ce qu'on réduit la dépendance des États-Unis au pétrole moyen-oriental, après le premier choc pétrolier. On fait ça en faisant des tas de trucs, plein de choses qui sont super utiles pour l'environnement, comme le développement des chauffe-eau solaires. Et par exemple, Jimmy Carter va installer un système de chauffage solaire sur la Maison-Blanche, que Ronald Reagan va démanteler, évidemment. Les républicains qui démantèlent des bonnes idées des démocrates sur le climat, c'est un peu quelque chose de récurrent dans la politique états-unienne. Mais ils vont aussi investir dans la recherche et le développement sur les énergies fossiles, et ils vont, avec de l'argent public, développer les technologies qui vont ensuite amener au gaz de schiste et au pétrole de schiste depuis une quinzaine d'années. Ils vont aussi investir dans l'exploitation pétrolière en Alaska, mais aussi dans d'autres pays que les États-Unis, notamment le Venezuela. En Allemagne, donc, vous êtes germanophone pour la plupart d'entre vous, j'imagine, vous savez que les Allemands ont un mot pour tout. Donc, ils ont évidemment un mot pour transition. Et ce mot-là n'est pas Wende. Donc le mot allemand, ce n'est pas une transition énergétique, c'est un tournant énergétique. Alors d'où est-ce qu'il vient? Il vient du fait que dans les années 70, la République fédérale d'Allemagne, enfin, je parle de l'Allemagne, mais en fait c'est que l'Allemagne de l'Ouest, hein, évidemment. La République fédérale d'Allemagne prend la direction du nucléaire, comme la France. Et un segment de la population allemande considère que cette direction-là n'est pas la bonne, et que du coup, il ne faut pas aller tout droit, il faut prendre un tournant, prendre un virage énergétique. Energiewende. Et ce terme est surtout popularisé dans les années 1980. Et donc, du coup, ce terme, alors, quand moi je m'exprime au Parlement européen et que je parle en français ou en anglais de transition énergétique, la traductrice, l'interprète, pardon, dit Energiewende. Or, ce mot n'a pas exactement le même sens. Le mot de transition énergétique en allemand, plutôt le mot de Energiewende en allemand, dans son ADN, si je puis dire, même si c'est impropre pour un mot, dans son origine même, est antinucléaire. Premier, du mot même de l'Energiewende, est la sortie du nucléaire. Et de manière anecdotique, si vous allez sur Google en allemand et que vous tapez Atomkraft, donc énergie nucléaire, la première suggestion, c'est ça, Atomkraft, Nein danke. Donc ça vous donne une première idée
de l'historique, du consensus de la population allemande, du peuple allemand, sur la question de l'antinucléaire. Pour vous raconter une petite anecdote, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18-19 ans, j'étais à l'époque membre des mouvements de jeunesse socialiste français, et un de mes amis était fan de l'Allemagne, et à un moment, il m'a proposé de venir avec lui dans un camp de scouts de gens de gauche, qui s'appelle Die Falken. Et du coup, on faisait des jeux avec les enfants, j'étais animateur, et puis on m'a dit qu'il fallait faire une sorte de jeu qui me rappelait, moi, le jeu Poule Renard Vipère que je jouais. Mais là, ce n'était pas Poule Renard Vipère, c'était journaliste, policier, militant antinucléaire qui essaye de bloquer un train qui transporte des déchets radioactifs. Je ne sais pas à quel point cette chose-là est fréquente en Allemagne. Bon, c'était en Unterfranken, à côté de Würzburg, où je participais à ça. Et je me suis dit, mais l'endoctrinement politique des jeunes Allemands commence très, très tôt. Et ça, c'est un jeu, je ne pense même pas que ça existe en France. Voilà pour une manière anecdotique. Au-delà des anecdotes, pourquoi, du coup, est-ce que les Allemands vont sortir du nucléaire et l'ont choisi? Déjà, cette mobilisation sociale et politique profonde, qui est issu de mouvements sociaux qui deviennent ensuite des mouvements politiques, et notamment évidemment le Parti des Verts. Le Parti des Verts qui est créé dans les années 80, pour qui la sortie du nucléaire est un élément fondamental. Ce Parti Vert va monter en puissance politiquement, et en 1998, il va faire un suffisamment bon score pour pas simplement rentrer au Bundestag, ça c'était déjà le cas, mais pour du coup devenir le principal partenaire, et même le seul partenaire de la coalition avec la SPD. Et comment est-ce qu'on fait une coalition en Allemagne? On fait un accord de coalition, et dans l'accord de coalition, on donne des trucs aux différents partis en fonction de ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que veulent les Verts? La sortie du nucléaire. Et du coup, la SPD dit OK. Pendant 2 ans, entre 1998 et 2000, ils travaillent, et en 2000, ils proposent au Bundestag l'Atomkonsens, donc le consensus sur l'énergie nucléaire, qui vise la sortie du nucléaire en 22 ans. J'insiste sur ce point parce que le discours dominant en France, dans les médias, et dans les échos aussi, parce qu'on citait les échos avant, le discours veut que les Allemands, ce peuple de gens romantiques, passionnés et irrationnels, soudainement, en 2011, parce qu'ils ont eu peur de Fukushima, ils ont décidé de sortir du nucléaire en remplaçant ça par du charbon. Ça, c'est le discours dominant en France. Je l'entends quasiment tout le temps. Ce discours est faux à tous les points de vue. Peut-être sur le fait que les Allemands sont des romantiques, ça, je ne sais pas. Mais à part ça, la décision, elle est prise en 2000, déjà. Elle n'est pas du tout irréfléchie, puisqu'ils ont y réfléchi pendant 2 ans. Elle n'est pas du tout irrationnelle. On peut la critiquer, on peut considérer que ce n'était pas une bonne chose, mais elle est absolument rationnelle, avec un plan, avec des financements. Ce qui se passe en 2010, donc Angela Merkel prend le pouvoir bien avant 2010, dans son premier mandat, elle ne remet pas du tout en cause l'Atomkonsens. Quand Angela Merkel arrive au pouvoir, elle dit je vais mettre en œuvre la politique décidée par le gouvernement précédent, SPD et Verts. Après, il y a les nouvelles élections. Angela Merkel, lors de son 2e mandat, doit faire alliance avec le seul parti allemand qui est véritablement pro-nucléaire, la FDP. Et en négociation avec la FDP, Angela Merkel dit « Ok, on va faire un accord, on continue la sortie du nucléaire, on ne revient pas dessus, ce sera un suicide politique en Allemagne, mais on va la retarder. On va retarder la mise en œuvre, et du coup, tel et tel réacteur nucléaire, on va quand même le fermer comme c'était prévu, mais tel et tel autre, ce sera 2 ans plus tard, et tel autre, 4 ans plus tard. » Tout en faisant ça, on va surtaxer l'énergie nucléaire, de manière à ce que on taxe ces espèces de rentes supplémentaires, et on va utiliser cet argent-là pour faire différentes choses, dont le financement des énergies renouvelables. Cette chose-là n'est pas très populaire en Allemagne, comme vous pouvez l'imaginer. Et au sein de son propre parti, au sein de la CDU, il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais Angela, pourquoi prendre ce risque politique? On a une élection dans tel et tel Länder, de toute façon en Allemagne, il y a toujours des élections dans un Länder à un moment ou un autre, et une partie de notre électorat est anti-nucléaire. Une partie de la CDU, de l'électorat de la CDU, est anti-nucléaire. Et ils ont une autre option, les Verts allemands. Il y a une partie de l'électorat qui peut très bien voter pour la CDU, les Verts selon les élections. Et du coup, Angela Merkel est déjà critiquée par cet accord. Là, on est fin 2010. Quelques mois plus tard,
février ou mars, je ne sais plus, 2011, tsunami au Japon, catastrophe de Fukushima. Et là, évidemment, c'est intenable. L'idée de retarder la sortie du nucléaire après Fukushima est intenable. Et donc, ce qui se passe en 2011, ce n'est pas du tout un choix de sortie du nucléaire. On revient au statu quo ex ante, on revient à la situation d'avant. On avait prévu de retarder la fermeture de quelques centrales, et finalement, on ne va pas le faire. Et on ne saura jamais, parce qu'on ne peut pas faire d'Uchronie avec une grande précision. Mais en tout cas, il est tout à fait possible d'imaginer que même s'il n'y avait pas eu Fukushima, il y aurait eu quand même une fermeture plus tôt des centrales que ce qu'avait prévu Angela Merkel. Ne serait-ce que parce que le Parti vert aurait fait des meilleurs résultats électoraux. Bien évidemment. Puisqu'une partie de l'électorat centre-droit, si Merkel s'était entêtée à vouloir prolonger le nucléaire, aurait voté pour les verts. Et après, on ne sait pas du coup qu'est-ce que ça aurait donné en termes d'élection, bien évidemment. Donc, le choix allemand de sortie du nucléaire en 22 ans, entre 2000 et 2022, c'est un choix qui est souverain. Quand les gens n'aiment pas ça, ils disent que c'est un choix unilatéral. Oui, c'est un choix souverain. Voilà. Il aurait clairement pu être fait avec beaucoup plus de concentration avec les voisins, mais ça, j'ai envie de dire, comme tous les choix de tous les gouvernements nationaux quasiment. Le choix est complètement réfléchi. Et il est fondé justement sur ce vaste consensus démocratique, social et populaire allemand. Il y a un élément que je n'ai pas évoqué, mais dans les années 80, il y a des manifestations antinucléaires qui sont extrêmement violentes. J'ai vu des images d'archives, moi, ça m'évoquait les Gilets jaunes, en termes de niveau de violence. Ce qui veut dire aussi que quand certaines et certains, alors généralement pas des Allemands, mais disent qu'il faudrait lancer un nouveau programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Allemagne, moi je suis en mode, mais admettons qu'un gouvernement fasse ça. Il y aura une ZAD. C'est-à-dire qu'il y aura une mobilisation suffisamment importante pour que ça ne puisse se faire que dans la violence policière. Et du coup, un coup politique qui est très difficilement tenable par un gouvernement élu démocratique. Là, parce qu'on est dans cette crise des énergies fossiles et cette crise électrique, le ministre Habeck a proposé de retarder la fermeture de 2 des 3 derniers réacteurs qui restent pour 4 mois. Ce qui est déjà énorme en termes de symbole politique, mais qui montre aussi que même cette crise-là, qui est d'une gravité... en tout cas, c'est sûr que c'est la plus grande crise électrique de ma vie, parce que j'ai 32 ans. On verra si elle est pire que celle de 88 ou d'autres. Mais même dans ce contexte-là, il n'y a pas de changement de la ligne directrice, même s'il y a un changement de la date précise de la fermeture des 2 derniers réacteurs, sachant qu'ils ont déjà fermé une trentaine ou une quarantaine. Ça, voilà, c'est pour illustrer, au-delà des anecdotes que je vous ai données d'historique, le niveau de soutien à la sortie du nucléaire. Concentrez-vous sur ça. Donc ça, c'est un sondage qui a été fait en 2015 et qui demandait aux Allemands est-ce que vous êtes pour ou contre l'Energiewende. Et si vous êtes pour, pourquoi est-ce que vous êtes pour? Quel est l'élément le plus important? Première chose que vous voyez là, c'est que 92% des Allemands sont d'accord avec l'Energiewende. Je ne connais pas beaucoup de politiques où vous avez 92% des gens qui sont d'accord. La politique de Macron de réforme des retraites, je sais, voilà, ce sera quelque chose de plus clivant. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est pourquoi. Le climat n'arrive qu'en 3e position. Hein. Réduire les émissions de CO2, ça n'arrive c'est que 18%. Le premier est de loin, la quasi-moitié des personnes qui ont répondu oui, c'est sortir du nucléaire. Et donc du coup, tout ce dont je vais vous parler ensuite, c'est-à-dire la révolution des énergies renouvelables dans le système électrique allemand, il n'est pensable que parce qu'il y avait une adhésion politique à la sortie du nucléaire. Et du coup, une acceptation par une grande partie de la population allemande du coût économique qui va avec une sortie du nucléaire décidée en 2000 par le développement de l'éolien et du solaire en 2000. L'éolien et le solaire aujourd'hui, c'est la manière la moins chère de produire de l'électricité, mais en 2000-2002, c'était des prototypes. Là, je vous l'ai mis plus pour votre information et si vous êtes des geeks des choses. Là, vous pouvez en fait regarder l'évolution des objectifs énergétiques allemands. Tant sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre
que sur l'importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique allemand, que sur l'enjeu des transports et des véhicules électriques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, le seul point que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a eu une accélération de l'ambition allemande sur la période 2021-2022, déjà avant les élections. Et ça, c'est au moins en partie le fruit de la mobilisation de la jeunesse allemande, en tout cas d'une très grande partie de la jeunesse allemande. Il y a une manifestation Fridays for Future, donc des jeunes pour le climat. J'avais regardé ce jour-là, de mémoire c'était en septembre 2018. Il y avait eu 40 000 manifestants et manifestantes en France, 1,4 million en Allemagne. Et quand vous avez 1,4 million de jeunes Allemands, vous avez quasiment, pas quasiment toute la jeunesse, mais en tout cas toute la jeunesse politisée. Et donc du coup, ce qui se passe en Europe et en particulier en Allemagne, c'est qu'on a une génération qui se politise sur la question du climat. Et ça, c'est complètement nouveau. Et c'est fondamental, puisque ça marque la relation d'une génération à la politique. On a vécu avec des générations qui se sont politisées sur la question de l'anticommunisme, sur la question de l'anticolonialisme, de l'antiracisme, sur la question des droits des femmes. On a eu ces différents sujets-là qui ont marqué du coup les carrières de décideurs politiques. Et là, pour la première fois, on a une génération entière dont le rapport à la politique commence par la question climatique. Et je fais une brève parenthèse là-dessus. Pour moi, ce qu'on appelle à Bruxelles le Green Deal, donc le pacte vert européen, la réponse européenne sur la question climatique, elle est essentielle pour l'avenir politique de l'Union européenne. Parce qu'il y a cette dimension générationnelle. La perception que ces 1,4 million de jeunes Allemands vont avoir de l'Union européenne va être façonnée par leur perception de la réussite ou de l'échec de l'Union européenne sur la question climatique. Le scénario vert, ou rose, comme vous voulez, c'est un scénario où l'Union européenne se hausse à la hauteur de l'histoire, et on est bien parti pour ça, heureusement, et l'Union européenne montre qu'elle fait partie de la solution à la question climatique, qui, du point de vue de ces personnes-là, est la question existentielle, la question fondamentale. Et donc ça permet d'attacher, pour quelques décennies, une génération au projet européen. En Allemagne, évidemment, mais ce que je dis là est absolument vrai pour plein d'autres pays, y compris en Bulgarie, où il y a une mobilisation importante de la jeunesse. Le scénario noir, c'est le scénario où cette jeunesse se sent trahie par l'Union européenne. Vous nous avez promis une révolution avec le pacte vert européen et vous n'avez fait que du greenwashing, ce qu'en français on devrait appeler de l'enfumage vert, même de l'enfumage tout court, ça marche aussi. Et dans ce cas-là, cette génération-là, elle risque de poursuivre, en fait, d'avoir ce qu'en sciences politiques on appelle un euroscepticisme soft, un euroscepticisme à la Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez. Le parcours de Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a voté oui au traité de Maastricht en 91 et non au traité sur la Constitution européenne en 2005. C'est la même personne, il n'a pas évolué idéologiquement, il est resté au Parti socialiste à l'époque. Par contre, en 91, il considère que l'Europe fait partie de la solution. En 2005, il considère que l'Europe fait partie du problème du capitalisme mondialisé, etc., etc. Si on a une évolution similaire dans les mouvements écologistes, je ne vois aucun avenir politique pour l'Union européenne. Et donc, du coup, cet enjeu climatique, il n'est pas simplement existentiel au sens qu'il s'agit de préserver les conditions environnementales qui permettent la vie sur Terre, c'est quand même important, mais aussi politiquement pour l'avenir de l'Union européenne. Et en Allemagne, ce qui s'est passé en 2021, c'est du coup une augmentation des ambitions de long terme, mais à ce stade, sans se donner les moyens de les atteindre. Et donc, du coup, c'est tout l'enjeu du nouveau gouvernement. C'est juste pour passer, c'est pareil si vous êtes des geeks de la politique énergétique allemande. Là, on a capturé sur une photo en fait toutes les lois importantes en Allemagne. Donc, toutes les lignes budgétaires au niveau fédéral, toutes les lois allemandes, par exemple la loi climat, qui sont les outils concrets de cette politique énergétique allemande. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup sur le mix énergétique allemand ? Le mix énergétique allemand, en fait, c'est un mix énergétique assez classique en Europe. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une explosion de la consommation de pétrole après 1945, avec une stagnation dans les années 70 et une très légère baisse après. Mais le pétrole reste la première source d'énergie consommée en Allemagne, comme en France. Sur le charbon, un effondrement dans les années 90,
Ce n'est pas le sommet de Rio sur le climat, hein. C'est la fin du système soviétique, système énergétique soviétique en Allemagne de l'Est. Si vous prenez un graphique roumain ou polonais, vous allez voir la même chose, hein, sur le charbon. Mais en Allemagne, concentré surtout sur l'Allemagne de l'Est. Et après, effondrement du charbon depuis les dernières années, parce qu'on a un marché européen du carbone qui a commencé enfin à vraiment faire payer le prix. Et le gaz. Donc, du coup, les sorties du nucléaire, c'est en 2000. Et vous voyez qu'entre 2000 et cette époque-là, la consommation de charbon a été divisée par 2. Donc les Allemands sont en train de sortir du nucléaire tout en réduisant fortement leur consommation de charbon. Sur le gaz, une hausse dans les années 70 et surtout 80, avec notamment du gaz norvégien, gaz finlandais et déjà du gaz soviétique russe. Et une sorte de plateau depuis les années 2000. Donc la consommation de gaz en Allemagne reste élevée et stable, et en fait très similaire à la France. En quantité de gaz, l'Allemagne consomme 2 fois plus de gaz que la France, mais l'Allemagne a aussi une industrie 2 fois plus importante que la France, et le gaz est un enjeu critique pour l'industrie, tant comme ressource première pour l'industrie chimique que comme ressource énergétique. Le nucléaire, vous voyez une baisse qui date de 2000, hein. Vous voyez qu'en 2010-2011, la pente est déjà prise. Hein. Et évidemment, la grande nouvelle, ce sont les énergies renouvelables, qui passent de quasiment zéro en 1990 à déjà la 3e source d'énergie en Allemagne. Et probablement la 4e en 2022 ou en 2023 avec la baisse de la consommation de gaz. Arrêtez sur le volet électrique. Donc l'électricité, c'est qu'un bout du système énergétique. C'est environ 25%. Mais c'est ce sur quoi l'Allemagne a fait le plus d'efforts. Il y a une progression des énergies renouvelables qui est absolument remarquable. Et je n'ai aucun point de comparaison dans l'histoire, à part le programme nucléaire français. La part de l'électricité allemande produite à partir des énergies renouvelables, en 20 ans à peine, est passée de 7% à 45%. Là, cette année, on devrait être autour de 50%. Dans le même temps, la part du nucléaire a baissé de 30 à 11%. La part du charbon a été divisée par 2, de 49 à 23%. Et la part du gaz a légèrement augmenté, de 9 à 16%. Cette légère progression du gaz, elle est essentielle. C'est un risque très important de la stratégie énergétique allemande, très clairement. Et avec, à l'époque, un mélange d'un peu de naïveté et de beaucoup de cupidité, qui faisait que le discours dominant en Allemagne était un discours de le gaz, on n'a pas de problème en termes de sécurité d'approvisionnement, puisque les Russes sont un partenaire fiable. Et j'ai un mélange de naïveté et de cupidité. Il y a eu beaucoup de cupidité, notamment au sein d'une partie de la SPD, soyons clairs, et le rôle de Gerhard Schröder là-dessus, et l'évidence même. Mais pas que ça, hein. Pour juste vous donner un exemple concret, quand Sigmar Gabriel, qui est effectivement de la SPD, est ministre des Affaires étrangères, il y a un moment une sorte de volonté de la Commission européenne d'avoir une réponse européenne à Nord Stream 2. De dire non, Nord Stream 2, ce n'est pas un projet économique germano-russe. C'est une menace géopolitique pour l'unité de l'Union européenne. Donc moi, à ma modeste mesure à l'époque, je soutiens comme je peux la Commission européenne. Et je regarde ce que fait Sigmar Gabriel. Et Vladimir Poutine, à l'époque, a peur de ça. Il demande des réassurances à Sigmar Gabriel. Et Sigmar Gabriel va faire un voyage de 2 jours à Moscou, dont on n'a aucune trace sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères allemand. L'agenda du ministre est vide pendant 2 jours. On sait que ça a eu lieu, parce qu'évidemment, du côté russe, ils étaient super contents. Donc, ils ont fait tous les communiqués de presse en anglais, on a les photos, etc. etc. Mais moi, ça m'a interrogé. Sigmar Gabriel savait probablement, ou son communicant, je ne sais pas qui, savait que c'était très toxique. Et donc, du coup, ils ont caché la vérité d'une visite officielle d'un ministre dans un pays étranger, et ils l'ont caché, du coup, à la société allemande. Ce qui, je vous montre ça comme anecdote, mais ça montre la dimension opaque des liens entre une partie de l'élite économique et politique allemande et Vladimir Poutine. Soyez en passant, hein, si l'Allemagne avait été toute seule en Europe là-dessus, elle n'aurait pas réussi à faire tout ça. Elle avait le soutien actif de l'Autriche et de la France, puisque dans Nord Stream 2, 10% des actions de Nord Stream 2 sont détenues par Engie, ex-GDF. Et donc, du coup, et dont le premier actionnaire est l'État. Donc, de manière très indirecte, une partie de mes impôts a aidé à garantir les investissements d'Engie dans Nord Stream 2. J'en suis ravi. Le récit politique dominant en Allemagne
autour de l'énergie 22, c'est toujours intéressant d'analyser les discours. C'est d'abord un discours de responsabilité pour le futur. Sur la question des déchets nucléaires, c'est de dire c'est dangereux pour les générations futures, il faut qu'on s'en occupe. Et ce discours-là, on le retrouve aussi sur la question climatique. Il y a aussi un discours, et alors, ça va vous montrer aussi la différence avec la France. L'orateur précédent l'a très bien souligné, la France a cette passion pour cet État centralisé, cet État qui crée la nation. En Allemagne, ce n'est pas du tout le récit politique dominant. Vous le savez, État fédéral, etc. Ça se traduit aussi sur les questions énergétiques. Une des raisons de l'opposition allemande au nucléaire, même si elle n'est pas explicite, c'est la peur de la nation allemande actuelle d'une centralisation du pouvoir. Et au contraire, un éloge de la décision prise au niveau local. Et le nucléaire, si vous voulez développer le nucléaire, ce n'est pas des décisions locales qu'il faut. Une approche centralisée de la chose. Par contre, pour développer l'éolien terrestre et les panneaux photovoltaïques, là, une approche complètement décentralisée marche très bien. Du coup, il y a ce récit de la production d'énergie par les citoyens et par les régies municipales et Stadtwerke. Là aussi, c'est une spécificité du système énergétique allemand qui fait que les Stadtwerke ont pu développer les énergies renouvelables. Et enfin, sur l'économie, aussi un récit économique, il vaut mieux produire en Allemagne plutôt qu'apporter de l'étranger. Ce récit sur l'énergie citoyenne, ce n'est pas qu'un récit, c'est aussi une réalité. Là, ce que vous avez, c'est qui possède les énergies renouvelables en Allemagne. Je ne sais plus quelle année on a pris, parce que là c'est caché, mais c'était 2018 ou 2019. Ce que vous voyez, c'est que les 4 grands fournisseurs d'énergie en Allemagne détiennent moins de 20% des capacités éoliennes et solaires. Les grandes entreprises de l'énergie, partout en Europe et notamment en Allemagne, n'ont pas investi dans les énergies renouvelables. Ils ont fait ce choix économique désastreux pour eux de ne pas investir dans les énergies renouvelables. À l'époque, ils investissent dans les centrales à gaz, y compris des centrales à gaz qu'ils vont créer et qui ne vont jamais fonctionner parce qu'elles ne sont pas rentables, déjà il y a 10 ans quand le gaz n'était pas cher. Et du coup, il y a un rôle clé des citoyens, donc ça c'est les gens qui ont installé même leurs panneaux solaires sur le toit, mais aussi des coopératives citoyennes qui se sont mis en commun à 100, 200 personnes pour posséder collectivement un parc éolien. Et un rôle clé aussi des agriculteurs qui ont joué un rôle important, et c'est devenu en fait un revenu important pour les agriculteurs allemands. Et une des raisons pour lesquelles les agriculteurs allemands sont dans une situation économique meilleure que les agriculteurs français, c'est ça. Parce que quand vous produisez des céréales ou du lait, et que vous produisez aussi l'électricité solaire, vous diversifiez vos sources de revenus. Et du coup, si le prix du lait s'effondre, par exemple, évidemment, vous avez un choc économique, mais au moment où le prix du lait s'effondre, le prix de l'électricité, a priori, reste pareil. Enfin, c'est deux choses qui ne sont pas corrélées, normalement. Donc, du coup, ça se passe bien. Pour revenir sur vraiment plus récemment, il y a eu un moment clé en 2021. Donc, il y avait déjà tout le mouvement d'une partie importante de la jeunesse allemande. D'ailleurs, tout à fait précis, une partie de la jeunesse féminine. Surreprésentation des femmes dans les mouvements climat. En fait, on connaît ça. En 2021, on a la Bundesverfassungsgericht, le Conseil constitutionnel allemand, qui considère que la loi allemande sur le climat est insuffisante, avec toute la puissance d'un arrêt, donc dans le système politique allemand, toute la puissance d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Des mobilisations Fridays for Future après une interruption pour cause de Covid. Et dès le 24 juin, changement du gouvernement d'Angela Merkel, qui considère qu'il faut augmenter l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 et atteindre la neutralité climat en 2045. Et démentiel. La neutralité climat, c'est quoi? On a réussi à tellement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Il reste, on est capable de le compenser en captant du CO2 dans l'air par des techniques agricoles, forestières ou du captage technique. Un pays aussi industrialisé, aussi densément peuplé et aussi petit géographiquement que l'Allemagne, c'est extrêmement difficile. Pour le faire en plus en 2045 et en 2050 comme le reste européen, je ne sais pas si c'est atteignable. Peut-être ça le sera, mais ça demande un effort considérable. Et ça, c'est une décision prise
par Angela Merkel, avant même les élections. Juste après, les inondations meurtrières dans l'ouest de l'Allemagne et en Belgique, donc qui ont tué plus de 200 personnes, tant en Belgique que dans l'ouest de l'Allemagne, et qui évidemment ont marqué ces territoires-là. Et les élections fédérales du 26 septembre, qui voient notamment un bon score des partis verts, qui du coup intègrent la coalition. Parti vert, qui obtient notamment un rôle clé, qui est le rôle de ministre du BMWK, ce nouveau ministère, donc le ministère de l'économie et de la protection du climat. Ministère de l'économie et de l'écologie. Et si les mots économie et écologie sont proches, une bonne raison. Et Robert Habeck a pris quasiment un rôle de presque vice-chancelier, en fait, sur beaucoup de sujets. Et il permet l'adoption de nouveaux objectifs, notamment en termes d'énergie renouvelable, à l'horizon 2030. Et vous voyez, c'est un doublement des objectifs. C'est quelque chose de considérable. Pour vous donner juste ça comme référence, si l'objectif est atteint en Allemagne sur le solaire, donc 200 gigawatts de solaire en Allemagne en 2030, l'objectif français, ce n'est pas 200, c'est 100, et ce n'est pas pour 2030, c'est pour 2050. On est sur quasiment deux planètes différentes. On va dans la même direction, mais avec des vitesses qui n'ont absolument rien à voir. Est-ce que le gouvernement fédéral sera capable d'atteindre ces objectifs-là? Tout se joue en fait dans les mois à venir, parce que vous mettez du temps pour installer autant de panneaux solaires, d'éoliennes, et donc du coup la dimension réglementaire est essentielle, la dimension financière aussi. Et un des éléments que je trouvais très intéressant dans le discours récent de Habeck, c'était de dire que les énergies renouvelables sont des enjeux de sécurité nationale. Et que donc il faut désigner en Allemagne 2% du territoire allemand qui sera réservé au déploiement de l'éolien. Je ne sais pas s'il va réussir à le faire, a fortiori avec tous les problèmes de l'État fédéral qui va dire aux Bavarois qu'il faut installer des éoliennes. Mais en tout cas, il y a une ambition très claire du ministre Habeck là-dessus. Les angles morts de l'Energiewende, il y en a beaucoup. De quoi est-ce que je ne vous ai pas parlé pour l'instant? Sobriété énergétique. Il n'y a même pas vraiment de mot en allemand. Dans le débat actuel en Allemagne, ils vont parler d'épargne à l'énergie, de Energiesparen. La sobriété, c'est une autre notion. Elle est désormais officiellement définie dans les milieux universitaires avec le rapport du GIEC. La sobriété, c'est atteindre le bien-être humain en minimisant la quantité d'eau, d'énergie, de matières premières dont on a besoin. Actuellement, en Allemagne, il n'y a aucune approche cohérente. Il y a des changements massifs qui sont en train d'arriver en 2022. J'espère que cette idée-là de la sobriété va rentrer dans les mœurs, dans le débat politique allemand. Énormément d'évolution. Depuis 2022, Emmanuel Macron dit c'est pas ça comme ça, je la biche. Et au 14 juillet, il dit non, la sobriété, c'est la priorité nationale. Il y a eu des évolutions. Deuxième grand angle mort de l'Energiewende, c'est la rénovation de la carte. On n'arrivera absolument pas à nous dire. L'Allemagne est en train d'échouer, mais comme la France, comme en fait quasiment tous les pays dans l'Union européenne, à l'exception de la Suède. Or, là aussi, très faible rôle au niveau fédéral. Quelques villes vont faire quelques trucs pas trop mal, mais il n'y a absolument pas de stratégie intégrée pour libérer l'Allemagne de sa dépendance au moteur diesel et au moteur à essence. Avec tout l'impact dévastateur que la fin de vente des véhicules thermiques à partir de 2035, ça a déjà été décidé au niveau européen, aura sur le tissu industriel allemand et en particulier sur le Baden-Württemberg. Un land comme le Baden-Württemberg doit complètement réinventer son modèle économique en 10 ans. Et s'ils ne le font pas, ça va devenir le nouveau bassin minier, l'équivalent du Nord-Pas-de-Calais pour la France dans les années. Aussi sur le niveau industriel, la stratégie fédérale elle est en construction. Mais pour l'instant, la stratégie officielle de l'Allemagne, c'est de dire on va juste importer de l'hydrogène de l'étranger. Et ça, moi, ça me fait sourire parce que pour l'instant, vous savez combien d'hydrogène l'Allemagne apporte de l'étranger? 0. Absolument 0. Il doit y en avoir un petit peu qui passe par camion entre la France et l'Allemagne. Et la principale raison, c'est parce que, pour des raisons physiques, la molécule d'hydrogène est extrêmement petite et extrêmement corrosive. Ça ne se transporte pas sur des longues distances. Et pourtant,
E.ON a réussi à convaincre le gouvernement allemand, et pire encore la Commission européenne, que la priorité devait être de créer un grand système où, de manière très néocoloniale, on convaincrait les Algériens et autres de produire de l'hydrogène pour qu'ils l'envoient chez nous. Donc, vous voyez, plaquer le modèle du gaz naturel liquéfié sur l'hydrogène alors que les molécules n'en ont pas. Et évidemment, l'impensé de la sécurité énergétique, où ce mélange de naïveté et de cupidité font que l'Allemagne est probablement déjà entrée en récession et qu'il y a des voix politiques en Allemagne qui, et je suis désolé pour la comparaison, mais ont demandé à ce que l'Allemagne fasse des nouveaux accords de Munich sur l'Ukraine. Et que l'Allemagne ait une attitude envers l'Ukraine, qui est la même attitude que l'Empire britannique et la République française ont eu envers la Tchécoslovaquie en 1938, c'est d'expliquer à cette démocratie qui essaie de se battre pour son avenir, bah non, vous allez céder un bout du territoire parce que vous comprenez, ils ne parlent pas exactement la même langue que vous. Et on a des personnalités politiques en Allemagne, notamment dans la FDP, qui continuent à tenir ce discours-là, y compris en public. Et ça, une raison rationnelle à ça, c'est justement parce qu'ils ont conscience de la dépendance de l'Allemagne au gaz russe, qui était un choix politique et qui a été pris de manière consciente. Notamment à partir de 2014, quand mes amis polonais allaient expliquer aux Allemands que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Parce qu'à partir de 2014 et l'annexion de la Crimée, c'était devenu très clair pour des tas de gens que Poutine n'était plus quelqu'un qui pouvait livrer du gaz de manière claire. On va voir, c'est juste vraiment la conclusion pour la comparaison France-Allemagne. Là, je vous ai mis en fait le mix énergétique français et allemand en 2019. Et du coup, moi, quand on m'explique que vraiment la France et l'Allemagne, ça n'a rien à voir, bon, c'est une question de point de vue, quoi. Mais si comme je prends, je sais pas, je prends ce monsieur dans la salle et moi, et on se compare, ouais, on n'est pas, je pense qu'on n'a pas la même taille, j'ai des épaules un peu plus larges, mais globalement, on a tous un nez, deux bras, deux jambes. C'est pareil sur la France et l'Allemagne. La première source d'énergie consommée en France comme en Allemagne, c'est le pétrole. La deuxième en France comme en Allemagne, c'est le gaz. Dans les énergies renouvelables, la première source d'énergie renouvelable, c'est la biomasse, le bois. Oui, il y a une différence nucléaire et charbon. Effectivement, elle est là, elle est significative, on la voit. Mais en fait, les 2 tiers de notre mix énergétique, c'est du pétrole et du gaz. Et la manière dont on se sort de ça, c'est sobriété, efficacité. Maintenant, quand j'étais enfant, je me baladais en t-shirt chez moi, j'ai gardé cette habitude-là. J'allais avoir chaud chez moi et que j'allais pouvoir me chauffer à 19 degrés plutôt qu'à 22 degrés. Voilà, ça, c'est la sobriété. Tester, je vous conseille, c'est très facile à faire. L'efficacité, c'est la rénovation des bâtiments. Et là, la France et l'Allemagne sont tous les deux en situation d'échec. Il y a le volet du transport, évidemment, sur le pétrole. Et à la fin, les énergies renouvelables, où en France comme en Allemagne, on est en train de développer l'éolien et le solaire, mais il faut aussi qu'on développe d'autres technologies, notamment le solaire thermique. Sur le continent européen, le pays qui est leader des chauffe-eau solaires, la Grèce, c'est pas l'Espagne, c'est l'Autriche. Moi, je veux bien que l'Allemagne fasse aussi bien que l'Autriche, et la France aussi. Et plein d'autres énergies renouvelables qui, pour l'instant, ne sont pas technologiquement matures, mais sur lesquelles il faut qu'on prenne des paris technologiques. L'énergie des vagues de la mer, l'énergie des courants marins, l'énergie de la géothermie profonde, l'énergie osmotique, qui est créée à l'estuaire des fleuves. Là, vous avez de l'eau douce et de l'eau salée qui se rencontrent. On a des tas de sources d'énergie renouvelables qui, pour l'instant, ne sont pas matures, mais elles sont au même niveau qu'était l'éolien en 2000 ou le solaire en 2000. Et donc, il faut qu'en France, en Allemagne, au niveau européen, on investisse aussi là-dedans, qu'on investisse dans ce portefeuille de solutions. Il y en aura 5, 6, 7. Investissons sur tous. Et il y en aura 2 ou 3 qui ne vont absolument pas marcher, un qui va boiter, 1 ou 2 qui va fonctionner. On pourra s'appuyer aussi sur ces piliers-là pour réussir la transition énergétique française, allemande et européenne. Merci beaucoup. Vous avez sûrement plein de questions. Alors, 2, 3 petites règles. Alors, il y a des internautes, il y a la salle. Donc, on va d'abord prendre quelques questions chez vous. Après, on va alterner avec des questions pour les participants en ligne. Maximum d'entre vous
puisse intervenir et échanger avec les intervenants. Et vous savez, sans aucun petit. Votre avis, moi je laisse ça aussi mobilisé. On va regarder ces questions. Est-ce que on prend 3-4 comme ça pour commencer, puis on va repartir de ça. Il y a déjà d'autres questions à ce la question est plus générale. Donc, du coup, on peut peut-être déjà. On avait une question, je pense, plutôt pour M. Pellerin. Et la troisième, je pense que chacun de vous peut donner un petit commentaire. Et allez-y, comme ça, on arrête de développer. C'est final. Je vais expliquer ça. Comme ça sera équilibré. On aura deux par intervenant, puis aussi partagé. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, je ne sais pas si la jeunesse allemande restera mobilisée pendant 20 ans. On ne peut pas prédire ce genre de choses. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que leur entrée dans la vie active n'aura pas d'impact négatif. En fait, on a cette idée que ce qu'il faut faire pour avoir une vie qui est compatible avec les limites planétaires, beaucoup de gens en fait, ont l'idée que c'est quelque chose de très difficile. Et moi, pour le faire moi-même, je vous assure que je suis très heureux. Et c'est très facile en fait d'avoir une vie sobre, vraiment. Une vie sobre, c'est... Très, très vieille. Ouais, mais ça, c'est en fait, c'est plutôt la génération entre la vôtre et la mienne en fait qui s'habitue à ça, de fait. Pour vous donner, enfin pour vous décrire un peu, c'est quoi une vie sobre typique, c'est vous vous chauffez à 19 degrés dans un logement qui est bien isolé. Si votre logement est vraiment bien isolé, vous n'avez pas besoin de vous chauffer du tout. Vraiment, hein, si le logement est bien isolé, la production de chaleur humaine, la production de chaleur par vos activités, votre télé, votre ordinateur, votre four dans lequel vous faites un poulet rôti, c'est complètement suffisant pour que vous ne soyez jamais en dessous de 19 degrés, même quand il fait froid. Je vous l'assure. C'est des bâtiments qui sont bien isolés, il n'y a vraiment pas de problème pour le coup. Donc ça règle la question du chauffage, qui est un des enjeux centraux en fait, hein, de la transition énergétique. Sur le transport, c'est soit avoir des modes, c'est principalement avoir des modes de transport actifs, la marche, le vélo, le transport en commun. Ça demande aussi une organisation différente de la société. C'est beaucoup plus compliqué de vivre sans voiture à Toulouse depuis que dans les années 60, ils ont démantelé la station de tram sur la place du Capitole. C'est sûr. Et ça, c'est des choix en partie individuels, en partie d'investissement public. Un usage modéré de la voiture est tout à fait compatible aussi. Que la voiture soit thermique ou électrique. Évidemment, électrique, c'est quand même 4 fois mieux. Et après, il y a la question des transports à longue distance par avion. Alors effectivement, un mode de vie sobre, c'est un mode de vie où vous ne prenez pas de jet privé, ça c'est sûr. Mais vous pouvez tout à fait prendre l'avion pour aller une fois aux États-Unis, en Amérique du Sud, tous les 5 à 10 ans, ce qui était complètement normal il y a 20 ans, et les gens il y a 20 ans n'étaient pas dans une grande pauvreté de ce point de vue-là. Et après, là aussi, où ça demande aussi un changement de rapport au voyage,
Moi, j'ai arrêté de prendre l'avion à partir de 2019. Je l'ai fait en 2019 parce que j'étais invité par le département d'État aux États-Unis, donc c'était une opportunité intéressante quand même. Et là, par exemple, je suis allé récemment en juin à Prague pour parler au Parlement tchèque. Et je pouvais y aller en avion. Je pouvais aussi y aller en train. En train, c'est 13h30. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire 8 heures de train pour aller à Berlin. Et puis que j'allais passer une journée à Berlin et ça allait être très chouette. Et qu'après, j'allais prendre le train pendant 4 heures pour aller en Tchéquie. Et ça allait être très facile. Et je vous assure, ça aucun problème, hein. Voilà, je télécharge des séries Netflix quand, pour m'occuper durant le train. Donc, je vous dis ça de manière très terre à terre, hein. Mais c'est pour dire que, ah oui, pardon, sur l'alimentation, bah, c'est manger principalement des légumes. Et après, c'est plus un changement d'habitude, en fait. Il faut apprendre à cuisiner autrement, etc. Il y a des restaurants végétariens à Berlin en particulier, mais aussi à Paris qui sont très, très bons. Vous pouvez tout à fait très, très bien vivre en mangeant pas ou très peu de produits issus des animaux. Donc, de ce point de vue-là, cette jeunesse allemande, en fait, elle a déjà, en tout cas parmi les gens qui sont mobilisés, hein, ils ont déjà adopté ces éléments-là. Moi, j'ai eu l'histoire d'une mère de famille qui me disait, mais mon fils, il a 13 ans et il met le même pantalon que son père parce qu'il considère que sinon ça pollue trop. Il est obsédé par le changement climatique. Il me dit ça, ça, ça. Et puis, je me dis, mais Daniela, il a raison, ton fils. Il a compris les enjeux du dérèglement climatique. Sa réaction, évidemment, une réaction un peu excessive d'un adolescent de 13 ans. Et donc ça, c'est des choses, à mon avis, qui s'inscrivent dans les pratiques, en fait, de cette génération. Sur la question de la désinformation, bon, il n'y a rien de nouveau, hein. Enfin, je veux dire, le premier article scientifique qui dit que si on double la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça augmentera la température mondiale de 4 degrés. Il a été publié en 1896 par Svante Arrhenius, donc un chimiste suédois qui plus tard a gagné le prix Nobel de chimie et qui a été un des présidents de la fondation des prix Nobel. À partir des années 70, il y a un consensus scientifique déjà sur l'existence du dérèglement climatique. Et dans les années 80, ce consensus-là est connu des décideurs politiques, notamment aux États-Unis. Et face à ça, il y a des acteurs économiques, ExxonMobil, Elf et d'autres, qui disent en fait, ce consensus scientifique est mauvais pour nos profits, donc on va créer de la fausse information. Et ils font à l'époque ce qu'ont fait l'industrie du tabac. L'industrie du tabac a financé des fausses études scientifiques pour dire que le tabac, ça ne provoquait pas de cancer, mais sinon, on ne savait pas, etc., etc. Donc, on a eu la même chose sur la question climatique. Et là-dessus, on a quelque chose d'assez classique où des acteurs économiques considèrent que vu que la vérité n'est pas bonne pour leur profit trimestriel, ils vont chercher à mentir. Et on le voit encore aujourd'hui sur le secteur automobile. Il y a une liste incroyable d'articles pseudo-scientifiques qui ont été publiés en Allemagne et en allemand pour expliquer que la voiture électrique, c'était pire que le véhicule diesel, ce qui est absolument faux, complètement faux. Et donc là, la seule manière de combattre la désinformation, c'est par la vérité. Voilà. Et ça met du temps, hein, mais je pense qu'on y arrivera trop tard et il y aura plus de morts, il y aura littéralement des milliers de gens qui vont mourir à cause de cette désinformation. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, sinon on l'aurait trouvé. Les fake news, ça fait au moins 2500 ans que ça existe. Donc voilà. Ah non, c'était sur quoi du coup j'ai mal interprété? Bref, sur la désinformation, alors je ne sais pas si c'est le sens de votre question, l'idée qui me vient, des déclarations. Oui, oui, mais je veux dire, on a dit qu'il avait des années jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est vrai que c'est un moyen de... Systématiquement, la vérité
retourne il retourne ce qu'il fait pour dire c'est les autres qui le font. C'est pas tout à fait récent, je veux dire. Certains bas-reliefs égyptiens sur la bataille de Granich. C'est pas tout à fait le cas. Bon. Mais je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Voilà. En ce qui concerne le EDF, d'abord dire que bonjour. EDF, c'était vraiment le symbole du monopole à la française et tout, et c'est visé par l'Union européenne pendant très longtemps. Et il y a eu une résistance extraordinaire d'EDF pour défendre son modèle, sa façon de travailler, etc. Je me rappelle très bien être allé un jour invité à Bruxelles à un colloque où on se posait la question comment traduire en anglais, par exemple, service public. Si vous traduisez public service, c'est un faux sens complètement. Utilities, c'est pas tout à fait le sens. C'est pas facile. Donc EDF a résisté et soutenu par le gouvernement français pendant très longtemps. Il a fallu céder un moment. Alors, ils ont cédé, oui. Il y a eu RTE d'un côté et Enedis de l'autre, etc. Ça reste le groupe. Il y a quand même fondamentalement une espèce d'unité. C'est l'électricité. Entre le producteur, le transporteur et le distributeur, vous ne pouvez pas mettre de barrière. Alors bien sûr, vous allez me dire, ce n'est pas les mêmes tensions. Vous avez 400 000 volts d'un côté, vous avez 220 de l'autre. Mais quand même, je veux dire, il y a une solidarité de fait. Je crois quand même qu'on a rajouté de la complexité. Je n'ai pas eu le temps de dire, mais création de la commission de régulation de l'énergie, etc. La libéralisation, ça voulait dire davantage de contrôle, finalement. Davantage de complexité. Tant qu'on était dans des prix, j'allais dire, c'est pas que le fait de revenir à la situation antérieure est frappé là aussi. Alors, est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce qu'on parle de nationalisation d'EDF? C'est totalement fou. EDF appartient à 84% à l'État national. Donc, on va passer à 100%, ça ne va pas changer grand-chose. Recapitaliser. C'est une entreprise qui, par le jeu, là aussi, du fait qu'elle soit obligée de fournir de l'électricité à bas prix à ses concurrents, c'est un système un petit peu complexe qui est, je veux dire, pour recapitaliser et trouver sans doute d'autres règles. Ce n'est pas le fait d'avoir découpé qui, à mon avis, est essentiel. Moi, je reste persuadé, c'est un peu ça. Ces grandes entreprises, des objectifs de long terme, et il faut, face à des entreprises extrêmement puissantes, avoir des hommes politiques qui en veulent. Et elle ne va pas faire un coup d'État, ce n'est pas United Fruit. Mine de rien, je veux dire, c'est quand même des entreprises qui ont un poids qui est tout à fait. C'est quand même le premier électricien au monde. Bon, maintenant, il y a des Chinois avant. C'était le premier électricien au monde. Vous imaginez la puissance. En face des hommes politiques qui tiennent le coup. Dès que ça ne tient pas le coup, eh bien, il y a un ministère de l'électricité qui s'appelle ou Total. Regardez Total, qui tient tête assez largement, mais c'est une entreprise privée, mais qui tient tête aussi à l'État. Alterner avec Opération franco-allemande en dehors de la CECA. À l'aune de la crise énergétique actuelle, arrive, la France a besoin de gaz.
L'Allemagne a besoin de gaz, la France a besoin d'électricité. Bonne coopération et de partage dans le domaine franco-allemand actuel. Comment va-t-il se concrétiser? Alors, je parle dans le micro, je suppose. Il y a une coopération. Alors, je vais prendre juste des exemples pour ne pas être trop long. Toutes ces coopérations n'ont pas toujours été très heureuses. Moi, le premier exemple qui me viendrait, c'est l'exemple du surgénérateur. Vous savez que c'était la technique nucléaire de l'après. Et donc, c'était une coopération entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Cette coopération n'a pas abouti parce que finalement, à Cress-Malville, le surgénérateur qui a été construit après Phoenix, s'appelait Super Phoenix, a eu beaucoup de déboires techniques, ça coûtait très cher. Les Italiens ont suivi mal et les Allemands, qui ont un côté antinucléaire, donc visiblement depuis très longtemps, se sont pas sentis à l'aise sur ce projet, qui était un projet de la 4e génération nucléaire. Alors, il y en a d'autres. Dans le domaine du gaz, ces grands tuyaux qui traversaient l'Europe, eh bien, il y avait une coopération entre la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, etc. Donc, il y a eu souvent des coopérations, mais ces coopérations, ça ne veut pas dire qu'il y avait une identité de politique énergétique. En écoutant l'exposé de tout à l'heure, je me suis dit quand même, sur le nucléaire en particulier, on est là sur deux mondes différents. Et je ne sais pas si les explications sont uniquement techniques, économiques. Il faut faire un petit peu appel à la psychologie de masse et au fantasme des uns et des autres. Pour faire très simple, certains considèrent que le nucléaire, c'est prométhéen, c'est la victoire de l'homme sur la matière, dans ce qu'elle a de plus intime. Et d'autres diront c'est l'apprenti sorcier. Voilà, c'était ma réaction un petit peu à votre exposé. Sur la crise énergétique actuelle, en fait, la très bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne s'est déjà préparée à une crise. Pas une crise de cette ampleur, mais à une crise de ce type, en tout cas. La crise qu'on vit aujourd'hui, elle s'inscrit dans une histoire, alors sans remonter au choc pétrolier des années 70, on a eu déjà 3 crises gazières, toujours provoquées par des conflits et désormais une guerre entre la Russie et l'Ukraine, 2006, 2009, 2014. À partir de 2006-2009, il y a le lancement d'une communauté européenne de l'énergie qui aboutit à le 3e paquet énergie-climat adopté en 2009, qui va mettre en place notamment un système de coopération sur les infrastructures gazières. On a dans le même temps une coopération qui se crée sur le marché européen de l'électricité. Et donc, on a désormais aujourd'hui un marché européen de l'électricité et un marché du gaz qui fonctionnent avec des infrastructures physiques et avec, disons, un logiciel, si je puis dire, qui est fait d'organismes de coopération entre régulateurs, entre transporteurs, de législation, de codes de réseau, etc. Et donc, du coup, pour assurer la solidarité, pour l'instant, en fait, elle se fait de fait juste par le bon fonctionnement du marché. Donc, ce qu'il faut faire là-dessus, c'est d'éviter que les États dérogent au droit européen en créant des interdictions d'exportation. C'est malheureusement ce que fait déjà la Hongrie de Viktor Orbán, mais bon, on n'est pas très surpris. Et il faut absolument éviter ce type de choses-là. Parce que la situation par défaut, c'est la solidarité. La situation par défaut, c'est que l'électron, j'allais dire quelque chose qui n'est pas vrai en sciences physiques, mais bon, peu importe, les ingénieurs m'en excuseront, l'électron va là où le prix de l'électricité est le plus élevé. Et donc, du coup, si c'est en France que le prix de l'électricité est le plus élevé, et c'est le cas aujourd'hui parce que la France a des risques plutôt est en manque d'électricité et il y a un risque de pénurie, notamment pour le mois de décembre, et du coup, les électrons vont en France. Sur le gaz, c'est le même type de fonctionnement. Simplement, c'est plutôt en Allemagne qu'il y a des risques de pénurie de gaz de manière assez aiguë. Donc, le prix est très élevé et il y a des vrais risques de pénurie, surtout pour la fin de l'hiver, plutôt février-mars, et ce sera encore pire l'hiver d'après 2023-2024. Et donc, du coup, le gaz a tendance à aller en Allemagne, puisque dans une économie de marché, le produit a tendance à se vendre là où le profit est plus élevé et là où le prix est le plus élevé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la très, très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de créer des trucs supplémentaires.
On a besoin de préserver l'existant et il y aura une solidarité. C'est très utile de faire des choses en plus, évidemment, de ça, vu la gravité de la crise, mais sans toucher au système de marché. Ce qu'a proposé la Commission européenne, et ce qui a été adopté d'ailleurs en l'espace de 12 jours, je crois, donc un règlement européen qui est adopté en 12 jours, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie, et c'est arrivé cet été. Et c'est un règlement européen qui demande à chaque État membre de baisser sa consommation de gaz de 15%. Et là, au 30 septembre, ils vont négocier quelque chose de similaire sur l'électricité. Et ça me semble très positif. Et donc, du coup, cette coopération franco-allemande, pour moi, elle n'est pas nécessaire au niveau bilatéral, sauf sur des enjeux techniques précis. Il faut vraiment passer par l'Union européenne, parce qu'en fait, la France et l'Allemagne, ce n'est pas une île franco-allemande au milieu de l'Atlantique, mais on est connecté du coup à tous nos voisins. Et la priorité des priorités, c'est la baisse de la consommation d'énergie, notamment de gaz et d'électricité. Si on réussit à faire ça, si on réussit à faire en 2022 ce que les Japonais ont réussi à faire en 2011 après Fukushima, où ils ont mis en place une grande campagne de réduction de la consommation d'électricité, on réussira à préserver l'unité puisqu'on évitera la pénurie. Et on pourra du coup passer cet hiver-là. Et à moyen terme, la seule solution, c'est la rénovation des bâtiments et les énergies renouvelables, parce que pour citer le Premier ministre belge, Alexander De Croo, il faut se préparer à 5 à 10 hivers difficiles. Donc on est dans une crise qui va, selon toute probabilité, en tout cas qui peut probablement durer 5 à 10 ans. Sur l'ambition des plans en termes de durée, parce que là, c'est 40 gigawatts d'importation en 2030 sur une technologie qui n'existe pas du tout aujourd'hui. C'est industriellement infaisable, mais après, il y a tout à fait un rôle de l'hydrogène, notamment au niveau local pour la décarbonation de la production d'acier, par exemple. Sur Jean-Marc Jancovici, en un mot, il a un rôle très utile quand il est capable par son charisme, en fait, de faire comprendre aux gens la gravité de la situation et l'importance de l'énergie. Par contre, sur tout le reste, il a tendance parfois à s'exprimer sans aucune base factuelle, ce qui du coup est assez problématique. Donc c'est vraiment une épée à double tranchant. Il y a un tranchant très positif et un tranchant qui est malheureusement assez désastreux, et notamment sur l'éolien. Il dit les mêmes choses depuis 15 ans alors que la technologie a complètement évolué, et c'est assez... que ça m'attriste en tant qu'expert. Sur la rénovation, effectivement, si on veut rénover 300 millions de bâtiments, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Faut une politique industrielle pour la production des matériaux. Ça va se faire, c'est à faire au niveau européen pour produire les vitres, la laine de roche, etc., etc. Il faut une politique de formation des travailleurs. Ça, c'est clair et net. Ça peut se faire au niveau régional, voire au niveau local. La plupart des compétences, on est vraiment sur des entreprises du bâtiment qui sont à l'échelle d'un département en France, voire même encore plus petit que ça. Il faut de la réglementation. Il faut forcer notamment les propriétaires qui louent leur logement à rénover. Si on ne le fait pas, ils ne vont pas le faire. C'est clair et net. Et il faut du financement. Pour les plus pauvres, il faut des subventions, c'est sûr. Pour les classes moyennes et les classes aisées, un prêt est tout à fait raisonnable, puisque tous ces choses-là sont des investissements rentables, a fortiori avec des prix du gaz qui sont encore plus élevés. Donc toute rénovation est rentable entre 6 mois et 20 ans, selon le type de rénovation que vous faites. Il faut faire tous ces trucs-là en même temps. Tous ces volets-là, industriel, formation, réglementation et financement, c'est les 4 pieds d'une même chaise. Et si vous voulez que votre chaise tienne, il faut que les 4 pieds soient là. Et donc, il faut vraiment tout faire en même temps. Sur le risque d'opposition en Allemagne, mais en fait, on a ça ailleurs. C'est tout à fait compréhensible que lorsque des gens doivent payer plus cher, ils s'opposent, notamment ceux qui sont dans une situation économique difficile. Les réponses à ça, d'abord, c'est la compréhension de chaque cas individuel, et l'écoute est essentielle pour permettre la coopération entre êtres humains. C'est valable entre gouvernements, mais c'est valable aussi entre des citoyens et ses représentants. Le dialogue aussi, et surtout l'importance de la justice sociale. S'il y a une perception, en fait, dans le mouvement des Gilets jaunes, un des éléments clés, ce n'était pas tellement qu'ils devaient payer plus cher, c'est qu'ils avaient l'impression, et à juste titre, qu'eux devaient payer plus cher, mais pas les autres. Que le prix du pétrole qu'ils utilisaient pour aller travailler augmentait, alors que le prix du kérosène dans les avions et dans les jets privés n'augmentait pas. Et c'est vrai. Et donc, du coup, une des réponses à ça, c'est l'enjeu de la justice sociale. La justice sociale, c'est aussi faire en sorte que les plus puissants, eux aussi, fassent des efforts. Et donc, le débat qu'on a eu en France, en Allemagne et aussi en Italie d'ailleurs, sur la question des jets privés, je pense qu'il faut l'intégrer dans cette logique-là. Et effectivement, si on a des gens qui n'ont plus assez d'argent et se retrouvent à avoir froid chez eux en hiver, donc à 12 degrés ou encore moins, alors que dans le même temps,
on a des élus politiques, des millionnaires footballeurs ou autres qui continuent à vivre comme si de rien n'était, là, effectivement, on aura un problème politique majeur dans chaque démocratie européenne. Pour M. Jancovici, il a un côté provocateur, ça fait partie de sa personnalité. Il a un côté très pro-nucléaire, donc là, il adore appuyer là où ça fait mal. J'ai assez suivi leur débat, je suis allé plusieurs fois les écouter. C'est un débatteur tout à fait extraordinaire et c'est vrai qu'il détonne, je veux dire, par rapport à un discours qui maintenant est sur l'énergie ou sur les économies d'énergie, qui est un discours maintenant, je dirais, un peu convenu, une espèce de... Ça ronronne un petit peu, lui, il secoue. Alors, je suis d'accord, sans doute, il y va un petit peu plus fort, mais moi, je serais moins sévère que vous. Je dis que c'est intéressant. Le fait qu'il ait fait une bande dessinée, c'est intéressant aussi, parce que là, ça va toucher beaucoup de monde. Et là, visiblement, il a touché beaucoup de monde. Donc, des gens comme ça qui ont un discours un peu différent, ça vous force à réfléchir, même pour dire « je ne suis pas d'accord ». Et donc, je pense que M. Jancovici est très utile. En ce qui concerne l'hydrogène, alors franchement, je ne suis pas ingénieur, mais je me rappelle être allé à une soutenance de thèse à Belfort. On m'a dit qu'on allait y arriver. Bon, il y a sûrement quelque chose qui va se passer avec l'hydrogène. À l'inverse, il y a des techniques auxquelles je ne crois pas trop. ITER, par exemple, c'est pour 2100, c'est pour 2200, je ne sais pas, mais bon, la fission, ça marche, la fusion, ce n'est pas pour tout de suite. Mais vous avez raison, l'hydrogène, les pompes à chaleur, les piles à combustible, etc., tout ça va faire des progrès, mais encore faut-il que ce soit à la portée de toutes les bourses. Donc, je passe rapidement sur la question des bâtiments. Je suis certain, il faut une politique publique. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que les résultats de ma prime rénov', vous savez, ces primes qui permettent de rénover quand c'est fait par des artisans qui sont qualifiés, les résultats étaient plutôt décevants. Et donc, l'État a remis un petit peu d'argent. Enfin, je n'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. On passe de 2 milliards à 2,5 milliards, c'est bien, mais enfin, bon, ce n'est pas non plus à tomber dans les pommes. Donc, ça serait pourquoi les résultats sont décevants? Parce que je pense que les gens ont un petit peu d'argent. Vous savez, mettre une pompe à chaleur, je parle d'expérience, changer une bonne, on enlève le fioul, on met une pompe à chaleur ou autre chose, bon, ça va. Quand il faut isoler toute une maison, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, c'est très cher, il faut des échafaudages, etc. Il faut des gens qui savent, il faut totalement isoler le toit, il n'y a pas que les murs, il y a le toit, il y a les fondations. Quand c'est déjà une passoire, ça suppose des sommes qui sont... Alors, il y a des rustines. Et je pense que l'échec, enfin le semi-échec de ma prime rénov', c'est parce qu'on a fait des rustines et qu'on n'arrive pas à faire globalement. Je suis d'accord avec vous, il faut faire globalement. Mais là, je veux dire, l'habitat, la qualité de l'habitat français, pas quand même, en général, n'est pas extraordinaire, parce que le français, pendant longtemps, n'a pas fait passer le logement dans les dépenses principales. Vous regardez les statistiques historiques, le logement, pendant très longtemps, était quelque chose de négligé par les Français. Ça choquait les étrangers que bon, la douche, les water, etc., c'était vraiment catastrophique chez nous. On a fait des progrès. Enfin, il doit en rester quand même quelque chose. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, qui ne sont pas, je veux dire, là aussi, c'est peut-être des commentaires, mais je serais intéressé d'en savoir un peu plus sur ma prime rénov', parce que tout simplement, moi j'ai une maison dans le sud qu'on a largement rénovée, et la prime rénov', vous savez, il y a 4 catégories selon les revenus. Or, les gens les plus modestes, très souvent, c'est ceux qui doivent faire des investissements très importants. Ils n'ont pas la mise de départ. Et voilà. Dernière remarque. Alors là, puis après je me tairai. Je vois la France comme une immense classe moyenne, avec, comme disent les Anglais, des lower middle class, des middle class, des upper middle class. Donc, qu'il y ait des gens très riches, j'en suis persuadé,
qu'on leur prenne beaucoup, c'est possible. Je ne suis pas persuadé que ça soit... C'est peut-être une solution politique. Je ne suis pas persuadé que ça soit une solution économique. Très rapidement, la loi du marché, il y a eu toute une discussion quand on a décidé, alors je parlerai plutôt de l'électricité que je connais un peu moins mal, quand on a décidé finalement de libéraliser, d'ouvrir le marché de l'électricité à la concurrence, c'est vrai que derrière, il y a une idée, c'est que plus il y a de concurrence, moins il y a de monopole, plus le consommateur est bien servi et plus les prix baissent. Bon, évidemment, c'est un peu facile de dire aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu un débat extrêmement intéressant, sauf que comme je ne suis pas économiste, moi, les intégrales doubles, j'ai du mal à les lire, mais il y a eu un débat entre économistes pour dire que, par exemple, l'électricité, eh bien, c'était un produit tellement spécifique qu'on ne pourrait pas lui appliquer les lois du marché. Je n'ai pas dit la main invisible, etc., même des choses un petit peu plus complexes. Et bon, je ne sais pas, peut-être que la réforme a été mal faite, peut-être que la complexité du système n'a pas été vue, mais c'est le cas. Alors, ce qui est vrai pour l'électricité n'est pas forcément vrai pour le pétrole ou le gaz. Là où peut-être c'est un petit peu, surtout pour le pétrole, on est quand même dans un système capitaliste assez classique. Bon, après, voilà, je veux dire, il y a eu un débat, mais un débat qui a été peut-être un peu trop vite passé sous silence, parce qu'on a dit que ce sont des questions de spécialistes que personne ne comprend. Pas sûr. Là, ce qu'on voit en fait, c'est que pour l'instant, en fait, le marché fonctionne. C'est-à-dire qu'on a un problème de pénurie, et ce problème de pénurie, ce risque de pénurie plutôt, est reflété dans les prix. Donc voilà. Mais la cause de ça, si on veut vraiment remonter, c'est la baisse des livraisons de gaz décidée par Gazprom en septembre 2021. C'est vraiment ça l'élément. Et le deuxième élément, c'est que une partie des acteurs de marché considéraient que les objectifs en matière d'énergie renouvelable et de rénovation des bâtiments allaient être tenus. Or, ils n'ont pas été tenus. Et ils n'ont pas été tenus par des choix politiques. Après, la question des prix pour les gens. On n'est jamais dans la loi de la jungle, on est toujours dans un marché qui est borné par de la réglementation. Et en fait, la majorité de l'argent qu'on paye nos factures, c'est des éléments qui sont fixes et qui sont soit des impôts, soit des coûts de rémunération des transporteurs de réseau qui sont des monopoles. Et donc, du coup, la part en fait, qui fluctue dans nos factures d'électricité, c'est en fait une minorité de la part. Donc, la majorité de l'argent qu'on paye, qu'on achète du gaz ou de l'électricité, ça rémunère soit l'État, soit des monopoles publics. Et donc, du coup, la part du marché là-dessus, elle est vraiment uniquement sur le volet de la production d'électricité, mais pas sur le volet de transport et d'impôts. Une solution qui serait intéressante d'un point de vue de transition énergétique, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que le prix pour l'usager final, pour le boulanger de mon village comme pour ma mère, augmente de manière constante, mais jamais trop. Là, ce qui fait que c'est très violent, c'est que l'augmentation des prix va être très violente. C'est clair. Si on avait mis en place un système tout bête qui dit que le prix augmente de 5% chaque année, quoi qu'il arrive, on ne serait pas du tout dans cette situation-là. Le prix de l'électricité et du gaz a baissé en 2020 parce que c'était la crise de la Covid. Et donc, du coup, la marche aujourd'hui à franchir est d'autant plus importante qu'on ne doit pas franchir simplement la marche liée aux manipulations de Vladimir Poutine, mais aussi simplement le retour à une forme d'économie à peu près normale après une année 2020 qui aura été très spécifique. Donc, j'espère qu'on pourra aboutir à ça. Ça permettrait en fait d'avoir un signal prix de long terme pour les producteurs et les consommateurs. Et on peut laisser du coup le marché à peu près libre et réglementé sur la production, puisque ça a quand même montré une efficacité depuis 20 ans.